ravie d'animer aujourd'hui cet atelier. Bonjour à tous. Le métier d'acheteur a évolué. Il fait face aujourd'hui à des enjeux de plus en plus complexes, à des enjeux de filière qui dépassent le cadre de sa propre entreprise. En parallèle, le métier d'acheteur a pris de plus en plus de responsabilités au sein des groupes. Une façon de répondre à ces enjeux est sans doute d'avoir recours de plus en plus à la co-construction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Sophie Maquet, Pierre Bourgoin et Renaud Sornin pour évoquer ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sana. Pierre, vous êtes depuis plus de 10 ans à la direction des achats de Vinci Construction France. Vous avez accepté l'invitation sans hésiter. Pourquoi ? Effectivement, Saena, merci d'ailleurs de m'avoir proposé cette invitation sur laquelle j'ai sauté. En effet, la co-construction, c'est pour moi une conviction. On a échangé en préparant cette table ronde et je vous avais même proposé de remplacer le point d'interrogation du titre de notre atelier par un point d'exclamation. Avant tout, je voudrais vous conter une petite anecdote. On est en 2007. Moi, je viens de rejoindre le monde merveilleux des achats en passant de l'autre côté du miroir, comme je le dis souvent, en passant de la vente aux achats. Et puis, je découvre un peu ce monde merveilleux. Puis, j'ai un ami qui travaille dans la pharma, donc avec des fonctions achats très structurées, qui me dit « Oh, je viens d'avoir une réunion formidable. Et alors, mon grand patron a convoqué les 20 plus grands fournisseurs stratégiques de l'entreprise. Et puis, il leur a remis officiellement, personnellement, une petite boîte avec une croix rouge dessus. À l'intérieur, il y avait le nouveau téléphone d'Apple, tu sais, l'iPhone. On est en 2007, l'iPhone venait de sortir. Et il avait programmé son numéro de portable. Et il leur a dit simplement à tous, si vous avez une idée, surtout, appelez-moi. Et c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris la première fois de ce que c'était que le SRM, le Supplier Relationship Management. Alors depuis, tous et toutes, dans toutes nos entreprises, on a développé des approches plus ou moins pertinentes de SRM, qui ont créé de la valeur pour nos entreprises. Maintenant, j'ai la conviction que nous devons nous orienter vers une vraie approche différente, une approche beaucoup plus globale, une approche filière. Et c'est dans cette approche filière qu'on va réussir à créer de la valeur différemment. Et c'est pour ça que la co-construction, c'est pour moi l'arme absolue, parce que ça va nous permettre de nous poser les bonnes questions dans un cadre adéquat, de façon à adresser les problématiques non pas d'une entreprise, d'un groupement d'entreprises, mais de l'intégralité de la filière pour essayer de les résoudre par de l'intelligence collective. Et le point le plus important pour moi, c'est que une fois qu'on sort d'une approche de co-construction, on en ressort tous grandis. On a tous le même problème, on l'a vu plusieurs fois sur des approches réussies, mais au-delà de ça, on en ressort grandi personnellement, on en ressort grandi pour son entreprise, mais aussi et surtout pour l'intégralité de la filière et l'intégralité des partenaires. Et je pense que c'est vraiment la chose à souligner en introduction de cet atelier. Merci Pierre, je retiens donc ce mot filière qui est au centre. Sophie, vous venez du secteur de l'automobile et je crois que vous avez rejoint depuis peu le secteur de l'énergie. On parlait déjà de co-construction dans le secteur de l'automobile ? Alors moi je suis comme Pierre, effectivement, je suis passée de l'autre côté du miroir en changeant de secteur. Alors oui, on parlait de co-construction dans le monde automobile. Par contre, il y avait deux notions de co-construction. Une première qui est un peu étranger au monde de l'automobile, qui est une sorte de co-construction horizontale. Le monde de l'automobile, c'est un monde B2C avec une énorme compétition entre les marques, même dans les marques d'un même groupe. Donc, et un monde qui est très regardé, on va dire, par les hautes autorités de la concurrence. Donc la co-construction et se parler, on va dire, sans un cadre bien précis est quasiment illusoire et utopique. Donc ça n'existe pas. En revanche, la co-construction verticale, elle est
pleinement dans ce monde-là, parce que finalement, du début de la genèse et même du moment de l'innovation jusqu'au moment de l'après-vente sur un véhicule, eh bien vous êtes tout le temps en co-innovation, en co-construction avec votre fournisseur, et c'est vraiment une paire. Alors là où les deux mondes se rejoignent, et je crois que c'est important de le dire aussi, c'est quelle que soit la taille de votre ingénierie en interne de votre entreprise, de votre R&D, eh bien finalement votre force, c'est votre ingénierie bien sûr, mais c'est surtout la somme des ingénieries de vos fournisseurs. Donc si vous n'êtes pas dans cette co-construction et que vous êtes en phase de révolution, comme nous le sommes dans le monde de l'énergie et du BTP, bah vous ne bénéficiez pas à plein de cet effet, et vous ne serez pas au rendez-vous de ce que vos clients attendent. Voilà. Merci Sophie. Renaud, tu as lancé une plateforme collaborative et je crois que tu parles souvent de coopétition. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors on a parlé de collaboration, de coopération, et le mot coopétition, je l'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est l'art de collaborer avec ses propres concurrents, hein, et non pas verticalement, mais là justement de collaborer avec ses propres concurrents. C'est Apple qui sous-traite les composants à Samsung, c'est Free qui a longtemps été le premier client d'Orange, voilà. Donc c'est vrai que, étant moi-même à l'origine très compétiteur, je me suis mis à la collaboration, et maintenant je crois que c'est une force de savoir collaborer avec ses propres concurrents. Alors souvent quand je pousse ça à des gens moins convaincus que Pierre et Sophie, ils me disent oui, mais si je collabore avec mes concurrents, comment je vais me différencier ? Comment je fais pour faire la différence ? Je vais ressembler à mon confrère, et donc on va aller sur une discussion de prix uniquement, et je vais détruire de la valeur. Donc c'est un vrai sujet compliqué, et c'est pas l'un ou l'autre, je crois, c'est l'un et l'autre. Un des très bons exemples dans l'actualité de la force de la coopétition avec le bon équilibre, c'est le vaccin pour le Covid. Si on n'avait pas eu l'OMS qui avait imposé un dialogue entre tous les laboratoires, on n'aurait jamais eu ce vaccin. Mais si on n'avait pas eu l'appât du gain légitime des investisseurs, jamais on aurait créé en si peu de temps l'efficacité de ce vaccin. Donc là, on voit bien le juste équilibre, et donc il est très important à la fois de savoir se différencier et en même temps de se connecter à l'écosystème qui garantit, comme l'a dit Sophie, la capacité de résilience et de réactivité. Merci Renaud, tu as cité l'exemple du vaccin, et j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tous les sujets sont finalement éligibles à une démarche collective ? Alors, avant de parler de sujet, moi j'aime bien parler de problèmes. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on innove ? Ce n'est pas les bonnes idées, ce sont les bons problèmes. Et rien de mieux qu'un bon problème commun pour créer une démarche collaborative et coopétitive. Alors, Google dit un bon problème, il fait passer le test de la brosse à dents au problème. C'est-à-dire qu'un bon problème, c'est un problème qu'on a tous les jours. Enfin, j'espère. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Voilà. Et donc, à partir du moment où ce problème est récurrent, il commence à être un problème potentiel. Deuxième chose, il faut que ce problème, à mon avis, il faut d'abord qu'on essaye de le résoudre seul. Et si on y arrive, tant mieux. Ça devient un avantage compétitif. Si on voit qu'on a du mal à y arriver, à ce moment-là, la démarche collaborative prend tout son sens. Parce que ce qui a changé, c'est le digital, c'est la capacité de faire du collaboratif. Il y a une nouvelle technologie qui nous permet de travailler ensemble. Et donc, souvent, cet esprit collaboratif va pouvoir changer la façon de vivre. Et on voit Booking, Airbnb a complètement révolutionné la façon de penser. Voilà, donc voilà les bons problèmes. Alors ça donne quoi concrètement ? Parce que c'est plus intéressant de parler de choses concrètes. Donc déjà, commencer par les problèmes non stratégiques, parce que c'est quand même plus facile. Donc tout ce qui va être caillou dans la chaussure, alors soit en termes de référentiel commun, soit en termes de problèmes réglementaires. Et c'est vrai que nous, on est né là-dessus, chez Attestation Légale et Once for All. C'est des problèmes où finalement, on a tous intérêt à partager des problèmes qui ne créent pas de valeur, mais qui sécurisent la filière dans son ensemble. Donc c'est vraiment les premiers problèmes. Mais après, on voit que plus ça va, plus on avance. Et la dernière entreprise qu'on a créée, elle vise par exemple à fluidifier la livraison des chantiers. Donc là, on se rapproche de l'acte de construire, et peut-être qu'un jour, on arrivera à créer ensemble des dispositifs constructifs comme le font Apple et Samsung. Après, il y a un peu de chemin encore. Et je crois qu'il y a un espace aussi où on peut effectivement partager ces problèmes
J'ai entendu. Oui, parce Voilà. que la logique, c'est le décentrement. Si on veut être tiers de confiance, si on veut penser filière, il ne faut pas se mettre au centre de la filière. Hein. Si on se met au centre de la filière, on ne pense pas filière. Ça, c'est évident. Donc, on a décidé de créer une association à but non lucratif qui s'appelle le Construclab, pour permettre justement de créer un tiers de confiance neutre qui vient représenter l'ensemble de la filière. Et dans les filières, on retrouve souvent des syndicats, des fédérations d'entreprises, mais qui, elles, vont défendre des intérêts métiers. Et il en faut. Dans celui de la construction, je connais bien, vous avez le syndicat des promoteurs, des grandes entreprises, des petites entreprises, des électriciens et des architectes. Et chacun défend l'intérêt particulier d'un métier. Sauf que quand il faut innover et repenser le système, l'intérêt particulier des métiers est contre-productif. Et donc, il nous faut un syndicat de la filière en matière d'innovation. On a modestement créé Construclab avec un peu de moyens et ça continue à vivre, avec de grandes ambitions par contre, parce qu'on est tous réunis dans cette association qu'on a créée, mais dont bientôt plus personne ne saura qu'elle a été créée à l'initiative de One for All. Et tant mieux, ça voudra dire qu'on a gagné. Super, en tout cas, c'est effectivement très, très concret. On voit effectivement qu'au démarrage, il y a un beau problème, un bon problème qui trouve finalement ses clients, si je peux dire. Ouais. Donc, on réunit les parties prenantes et je crois que l'histoire ne s'arrête pas là. Et Pierre, je me retourne vers toi. Tu as, je crois, une bonne recette à partager à nos auditeurs aujourd'hui sur une bonne pratique. Voilà, une fois qu'on a réuni effectivement les parties prenantes concernées par le problème. Effectivement, le terme recette me parle beaucoup, moi qui aime bien la cuisine. Et effectivement, tous les ingrédients sont là. Une fois qu'on a, comme le disait Renaud, le bon problème, il faut effectivement une façon peut-être un peu différente de travailler sur ce problème. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'expérimenter de nombreuses fois. Et je vous avoue que la première fois que j'ai expérimenté ce sujet, ça a été un vrai choc. Qu'est-ce que c'est cette recette? C'est une recette très simple, comme quoi il n'y a pas besoin forcément de cuisine alambiquée pour faire d'un bon plat. Là, on est sur de la simplicité. On est sur une méthodologie qui permet tout simplement de résoudre un problème personnel via l'intelligence collective d'un groupe. C'est simple, ça nécessite que très très peu de règles. Il faut un animateur, un client qui va exprimer son problème et une salle avec un certain nombre de consultants, entre guillemets, qui vont analyser et produire des recommandations très positives, très bienveillantes auprès de ce client désigné. Cette méthodologie, ça s'appelle le codev ou le co-développement. C'est une méthodologie qui nous vient du Canada, où deux psychologues qui s'appellent Champagne et Payette l'ont créé il y a quelques années. Alors, ce n'est pas Champagne, ce n'est pas Payette, c'est très pratico-pratique, c'est très simple. Et je peux vous avouer qu'aujourd'hui, nous l'avons chez Vinci Construction France généralisé sur un certain nombre de réflexions stratégiques, de lancement de réflexion, mais qu'au-delà de ça, dans des principes de co-construction, j'ai eu la chance de pouvoir l'expérimenter plusieurs fois et que c'est bluffant. Tout simplement bluffant. Merci Pierre. Je crois que Sophie, vous avez également expérimenté cette méthode. Vous souhaitez en dire deux mots ou partager votre expérience? Oui, écoutez, grâce à vous, j'ai été effectivement invitée à une séance de co-développement en étant moi-même celle qui apportait ce fameux problème qu'il fallait bien formuler. Donc ça, c'était le challenge était pour moi. J'ai eu la chance finalement de pouvoir accompagner une réflexion que j'avais. Dans mon entreprise SPI, on a une vraie volonté de développement CSR. Et donc je l'ai également bien évidemment sur la partie achat. Et ma question finalement était pour progresser sur ces questions-là et progresser d'une manière efficace et efficiente, de dire comment on fait pour collaborativement engager nos fournisseurs dans une démarche RSE, enfin CSR, évaluée. Et donc j'ai tourné autour de ma question. Je me suis dit c'est celle-là que je veux mettre sur la table. On a pu avoir 10 confrères. Alors
peu de consoeurs, hein, donc des confrères, c'était déjà très très bien, qui ont débattu sur ce sujet-là, qui finalement m'ont apporté toutes leurs connaissances et tout ce qu'ils avaient déjà pu entreprendre, faire, en se mettant un peu aussi dans mes chaussures, quoi. Et ce que j'ai trouvé de vraiment très, très efficace dans la démarche, c'est que dans un cadre bien posé, avec de la bienveillance, de l'empathie, on n'est pas du tout dans un cadre où on aurait des gens qui vous donneraient des leçons sur voilà, regardez comment j'ai fait et comment j'ai bien fait, et voilà. Et on est vraiment dans une reformulation de la question au fur et à mesure, ce qui fait que d'une manière très concrète aussi, pour donner cette vision-là, on est tous sortis de ce codev en se disant, ouais, on a quelque chose à faire ensemble en tant que filière pour approcher nos fournisseurs parce que le faire d'une manière dispersée, c'est sans doute pas la bonne manière et on peut tous probablement faire progresser la filière globalement sur la RSE et quoi de mieux que d'être collaboratif sur de la RSE, quoi. Voilà. Je me permets de rebondir, Saena, sur ce que tu viens de nous dire. C'est cette notion de bienveillance qui est pour moi le point le plus riche dans le codev. Personne ne vient en donneur de leçons et tout le monde ressort grandi. Puisque même si le problème est formulé par le client, entre guillemets, les consultants, entre guillemets aussi, ressortent grandis, ne serait-ce que par l'échange. Effectivement, c'est cadré, c'est posé, ça doit être reformulé, ça doit être rapide. Mais cette notion de bienveillance qui sort quand même du principe où on vient avec des gens qui nous disent « Ah ben vous n'avez pas fait ça, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû… » Là, on suggère, on propose des choses beaucoup plus faciles à entendre, je trouve. Merci Pierre. Et je crois que cette bienveillance, on la retrouve également dans notre espace auquel tu participes et que tu as initié également. Voilà, je crois que tu… Oui, parce que pour avoir effectivement l'opportunité de se parler entre acheteurs, dans un cadre sécurisé et sécurisant, il faut que ces notions d'éthique des affaires, elles soient bien environnées. J'ai eu la chance de participer à la création du Club César, sous le patronage du Construct Lab et du CNA. Merci encore à ces organisations de votre soutien. Ce Club César, qui est l'acronyme de « Construisons ensemble des solutions achats responsables », a la chance de pouvoir réunir environ 50 directeurs achats de la filière construction BTP et ingénierie au sens large. On va de clients publics à de petites entreprises. On a bien évidemment les grands du BTP, les plus petits du BTP. Tout le monde est ensemble pour justement arriver à travailler ensemble sur un certain nombre de problématiques communes. Et c'est de là qu'arrive à naître une vraie création de valeur, non seulement pour la filière, mais aussi pour l'écosystème global, à savoir notre entreprise et les autres, et nos partenaires à côté. Et aujourd'hui, je tiens à souligner l'impérieuse nécessité de définir le cadre de ces relations au travers d'une charte éthique qui, je dois le dire, et je pense que Renaud, vous pouvez acquiescer là-dessus, nous a pris beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, cette charte éthique, on l'a minutieusement fourbie, on l'a fait auditer, entre autres par la DGCCRF, pour être autorisé et pour pouvoir représenter dignement nos entreprises sans risque de collusion ou autre chose. Donc ce point, il est essentiel. Il faut l'envie, on l'a vu, il faut le bon problème, mais il faut aussi le bon réceptacle. Et pour moi, le Club César, pour la construction, est le bon endroit où on peut se poser les bonnes questions. Donc si vous n'êtes pas adhérent du Club César, n'hésitez pas, il faut venir. Il y a une petite touche. Petite touche également pour le Club César. Merci Pierre. Je me retourne vers vous, Sophie. Pour prendre un propos de Renaud, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir effectivement l'adéquation entre les enjeux d'une part de l'acheteur qui doit faire en sorte que la performance de son entreprise soit toujours au rendez-vous et finalement ces démarches collectives de standardisation qui peuvent apparaître parfois comme étant en contradiction
Et alors, que pensez-vous voilà, de ce dilemme ? Alors, merci. Je le vois pas forcément comme un dilemme. Je pense effectivement la fonction achat et nos acheteurs sont attendus sur une performance qui soit une performance complète et un support à la différenciation de nos offres au final pour notre business. Donc ça c'est une réalité et bien évidemment je la partage. En revanche, je pense qu'il y a des choses qui doivent être faites, je dirais, en amont de ce moment crucial du choix où il faut se différencier, il faut gagner l'affaire, le chantier sur lequel on a été compétiteur. Et donc les choses qui sont à faire en amont par la fonction achat, c'est bien évidemment une gestion de son panel. Et pour moi, tout ce qui est, pour revenir à la partie CSR, tout ce qui est la partie CSR, c'est bien de la gestion de panel en fait dont on parle. On doit pouvoir évaluer nos fournisseurs. Alors nos fournisseurs stratégiques, c'est évident, puis on va dire plus largement nos fournisseurs et aussi largement que possible, évaluer nos fournisseurs sur ces aspects CSR, comme on les évalue aussi sur des aspects de risque financiers ou de rupture, puisque ça aussi c'est un sujet à la mode. Voilà, on doit être capable d'avoir ces activités en amont qui font que ces activités qualifient le fournisseur au panel et qu'une fois que le fournisseur est qualifié au panel, on va dire que la performance et la vraie vie reprend de cette activité de l'acheteur qui est là pour servir la performance de son entreprise. Donc, si on arrive à faire ça bien en amont, et pas au moment opérationnel où on va faire le choix, je pense que, à nouveau, une démarche collaborative est possible. Et mettons-nous aussi dans les chaussures de nos fournisseurs. Oui. Et surtout, s'ils doivent répondre à tous d'une manière différente, pas dans le même timing, c'est totalement utopique. Ça n'arrivera pas. Ça ne se fera pas à grande échelle et on n'arrivera pas aux objectifs qu'on se fixe tous dans la profession. Et voilà. Donc je pense que oui, il faut et je vous l'expliquais du domaine d'où je viens, il faut savoir garder l'avantage compétitif et la compétition quand on est vraiment proche du client. Ça, c'est une évidence. En revanche, il ne faut pas se tromper par rapport à l'écosystème avec lequel on travaille. On se doit tous d'être efficaces, efficients. Et de ce fait, quand Renaud m'a présenté les démarches, j'ai trouvé effectivement, c'est le chemin où il faut aller. Voilà. Merci Sophie. Effectivement, ça nous permet d'avoir un bon éclairage des deux temps et de ne pas les opposer, en tout cas dans une démarche de co-construction. En revanche, parce qu'effectivement, je veux quand même rajouter quelque chose, c'est que, et là je rejoins ce que Pierre a dit, c'est qu'il est évident aussi qu'on a besoin d'un tiers de confiance pour réaliser ces activités-là. Parce que, oui, on ne peut pas discuter de tout et tout le temps. J'allais dire avec n'importe qui, mais ça s'est emprunté à d'autres, mais non, on peut pas. Voilà, on doit être précis dans ce qu'on fait, on doit être bien encadré, et de ce fait, on a besoin effectivement d'avoir une structure qui nous permet d'avoir ces discussions en pleine conformité et confiance. Voilà. Donc tiers de confiance, c'est le mot que je retiens effectivement. Donc un nouvel acteur dans la sphère de la co-construction. Renaud, y a-t-il un portrait du tiers de confiance idéal ? Alors, déjà, quand on pense tiers de confiance, on va penser notaire, huissier, officier ministériel. Alors, chacun a son point de vue sur ces professions, mais on peut dire quand même que dans le monde d'aujourd'hui, on a marqué une certaine limite à la posture de l'État dans cette posture de tiers de confiance. Voilà. Il y a d'autres tiers de confiance qui sont très très modernes. Je me souviens d'avoir lu ça dans la méthode Google de Jeff Jarvis, qui citait le seul exemple français, c'était le mutualisme. C'est-à-dire, il disait finalement, si Google avait créé une compagnie d'assurance, ce serait une mutuelle. Donc le mutualisme est une vraie opportunité. La vraie difficulté, c'est que pour avoir essayé justement de devenir une mutuelle, c'est réservé à la santé et à la banque, et c'est très compliqué d'en devenir une. Donc du coup, des acteurs privés, comme les nôtres, comme Once for All, comme Viaco, se positionnent comme tiers de confiance ou
On a même créé des associations qui sont tiers de confiance, mais il faut des capitaux. Et donc, on arrive à un vrai problème éthique. Comment je peux être à la fois privé en ayant des intérêts personnels et comment je peux me mettre au service d'une filière. Casse-tête éthique, hein, vraiment. Donc, déjà, la première chose, c'est l'authenticité de la démarche. Voilà. Si vous n'êtes pas authentique, ça va vite se voir et vous verrez très vite que vous ne devenez pas tiers de confiance. Deuxième chose, vous pouvez être authentique, mais malgré vous, il peut y avoir des problèmes. Malgré vous, vous pouvez être acheté. Comme le dit Simon Sinek, l'entreprise est un jeu infini, les règles changent, les joueurs changent, et donc du coup, il faut se prémunir de ces changements. Et la première chose, c'est la transparence. Mais ça paraît aujourd'hui d'une banalité, mais en l'occurrence, la transparence était la première valeur qu'on a choisie il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que la transparence crée la confiance. Et aujourd'hui, toute démarche qui n'est pas transparente est une défiance. Donc, de l'ultra-transparence vous amènera une bonne barrière à l'entrée, enfin une bonne barrière plutôt, à ne pas honorer votre rôle de tiers de confiance. Donc, la deuxième chose, c'est la logique de la gouvernance. Quand vous êtes tiers de confiance, une bonne façon de pérenniser ça, c'est de mettre en place des gouvernances collaboratives qui vont gouverner les choix du tiers de confiance. Et c'est ce qu'on a choisi de faire, soit au niveau stratégique, soit au niveau très pragmatique, en créant des communautés qui gèrent les problèmes pour notre compte. Par exemple, les cahiers des charges que nous définissons ne sont pas définis par nous, mais ils sont définis par la communauté. Et nous sommes nous exploitons ce cahier des charges, nous sommes la garantie que le cahier des charges est bien fixé, mais nous ne définissons pas le cahier des charges. Donc ça, c'est très important. Et puis, si on va dans la modernité de notre monde, dans le digital, une des vraies barrières à l'entrée, je voyais une barrière à l'entrée, c'est un lapsus révélateur, hein, quand on est tiers de confiance, quand on est entrepreneur. Voilà, il faudrait faire justement l'inverse, c'est-à-dire quand on crée un tiers de confiance, il faudrait que s'il se comporte mal, on puisse le substituer. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de faire des standards ouverts, que ces standards ne soient pas propriétaires et qu'ils soient associés à des API, des connecteurs qui font que vous pouvez vous connecter avec vos propres concurrents. Et nous-mêmes, quand nous sommes nés, je vois Pierre, vous souriez, et on avait un concurrent, je vais le nommer, Actradis, et on a décidé que si on voulait que nos clients s'engagent, il fallait qu'ils aient le choix de choisir quelqu'un d'autre. Et donc on s'est connecté, un peu comme si Viadeo et LinkedIn avaient pu nous permettre d'avoir qu'un seul profil. D'ailleurs, Viadeo ne serait pas mort, et on aurait une solution européenne. Et donc, on peut, si on n'est pas content d'OFA, aller changer de propriétaire. Moralité, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On s'engage encore plus. C'est un peu comme entre Canal+ et Netflix. Plus vous êtes libre, plus il y a d'engagement, plus il y a de... Voilà. Mais la liberté de changer est un vrai sujet, et elle doit dépasser l'equity, puisque si on se fait racheter, voilà. C'est une problématique. Ça passe aussi par des valeurs communes, des hommes et des femmes qui portent ces engagements-là. Vous souhaitez réagir ? Oui, moi, c'est une merveilleuse aventure qu'on a vécue à plusieurs titres. Je me rappelle de cette salle où on a créé l'idée qui s'appelait Viaco. Je me rappelle de ma surprise quand j'ai vu que tous les directeurs juridiques, tous les directeurs éthiques, tous les directeurs achats de la filière étaient présents, animés par la même problématique, c'est comment on va être en conformité avec, entre autres, la loi Sapin 2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perturber le marché ? Puisque, comme vous le disiez, Sophie, très justement, si toute la filière BTP avait créé son standard de mesures qui lui correspondent à lui et uniquement à lui, nos fournisseurs auraient reçu 50, 60, 200 systèmes de qualification différents et il n'y aurait donc pas répondu. Et la problématique serait restée entière. Et aujourd'hui, moi, c'est ce moment-là qui restera, je pense, un des plus gravés dans ma tête, comme vraiment développement global de filière, parce qu'aujourd'hui, on a pris conscience de ce problème, et la filière, dans son ensemble, s'est engagée avec des pionniers, avec des gens qui ont été early adopteurs, avec des gens qui ont suivi après. Libre à eux, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune critique de ma part. L'important, c'est d'y adhérer. Et je partage à 200% ce que vient de nous dire Renaud, puisqu'on l'a vécu et que ça fonctionne. Le vrai sujet, c'est qu'on n'est pas en train d'expliquer quelque chose
qui est un concept qui pourra peut-être un jour être mis en place. Aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir créer à plusieurs reprises des vrais succès sur des vraies problématiques qui facilitent la vie à de nombreuses personnes et à de nombreuses entreprises. Après, effectivement, peut-être faut-il se contenter dans un premier temps des sujets dits non stratégiques, comme vous le disiez, Renaud, mais peut-être qu'on arrivera un jour à aller dans le réel du sujet et avec effectivement ce sujet de livraison au plus proche du sentier, peut-être qu'on va arriver à franchir d'autres barrières. En tout cas, je le souhaite. Peut-être qu'un jour même, nous arriverons à créer un fonds d'investissement filière, puisqu'il faut quand même savoir que l'innovation coûte très très cher et que quand les bonnes idées s'en vont, c'est souvent par manque de capitaux. Et fort de ces belles démarches coopétitives, collaboratives, si on veut vraiment assurer la pérennité des systèmes de confiance qu'on met en place, il faut assurer aussi leur financement long terme. Et je crois que la prochaine utopie réaliste qu'on essaiera de créer, ça sera peut-être de créer une démarche filière pour la partie financement des solutions que nous pouvons créer. Voilà, donc là, on est vraiment sur de prochaines étapes. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Peut-être un mot de conclusion. On voit que finalement, la co-construction, ce n'est pas qu'un concept, c'est aussi une réalité. Et ça, c'est très important. Une réalité qui, finalement, engage d'abord chaque homme, chaque femme dans une nouvelle posture, puisque finalement, c'est d'abord un choix que l'on fait, un choix avec, d'une part, une conviction, c'est inéluctable, il faut y aller. Les sujets RSE sont d'ailleurs un vrai levier et je pense une vraie manière de pouvoir aller ensemble sur ces sujets de co-construction pour accompagner la transition écologique notamment. Deuxièmement, une méthode, on l'a vu, le Codev, qui aujourd'hui permet simplement d'adresser, de bien poser le problème, de pouvoir recueillir les recommandations et d'aller finalement plus loin dans les étapes de co-construction ensemble. Et enfin, troisièmement, finalement, une gestion du quotidien qui n'est pas opposée avec une gestion peut-être moyen terme du panel entreprise. Donc on l'a vu, la gestion des deux temps, l'opérationnel et la gestion en amont du panel entreprise. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous serez convaincus et que vous serez à même aussi de lancer des démarches de co-construction dans vos propres entités. Voilà, merci à tous. Je suis ravie d'accueillir Jean-Luc pour clôturer cet atelier. Jean-Luc, vous avez fortement contribué aux démarches collaboratives avec Eiffage sur Viaco, le Club César. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que directeur achat, mais aussi président du CNA. Êtes-vous à l'aise avec ces démarches de co-construction ? Bonjour Saena. Oui, très à l'aise avec ces démarches de co-construction parce que je pense qu'il est de notre responsabilité aujourd'hui de simplifier un certain nombre de choses parce que si on veut bien traiter tous les enjeux de conformité et maintenant aussi les enjeux de carbone, il faut qu'on simplifie l'accès à l'information et pour arriver à consolider ça, pour engager aussi tous les acteurs des filières et effectivement dans notre cas et dans la filière construction, il y a un véritable enjeu à engager des PME, engager des start-up dans ces démarches-là et il faut leur simplifier la vie, il faut leur permettre d'accéder aux méthodologies, d'accéder à l'information, de la mettre en avant, de promouvoir ça. Et je pense que notre responsabilité, c'est de le faire ensemble, évidemment. Et d'établir ces standards, c'est important. Merci Jean-Luc. Et le CNA, dans tout ça, quel est son rôle ? Le rôle du CNA, c'est bien sûr d'accompagner, de simplifier aussi ce travail-là, d'offrir un cadre éthique à ces échanges, parce que parfois ça peut être des échanges entre confrères dans une même filière. C'est ce qu'on a fait avec César et c'est très bien. C'était avec Viaco une excellente démarche, je pense. Donc oui, le rôle du CNA, c'est vraiment de soutenir ça, de le favoriser, d'accueillir ces groupes de travail là-dessus. Filières, on voit que c'est interfilière, en plus il y a de la convergence entre certaines filières, donc il y a encore du travail de toute façon. Je pense qu'on continuera à jouer ce rôle de médiateur. Merci Jean-Luc. Merci Saena.